Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous allons découvrir Nice en compagnie de Bernard Morel, qui est le directeur général de l'Office de tourisme et des congrès de Nice. Monsieur Morel, bonjour. Bonjour. Donc nous allons parler avec vous, Monsieur Morel, de Nice, cette magnifique ville, capitale de la Côte d'Azur. Est-ce que vous pouvez situer Nice pour nos auditeurs qui nous écoutent un petit peu partout dans le monde via Internet? Nice, oui. Nice, 5e ville de France. C'est une population de près de 500 000 habitants qui compose Nice et son environnement immédiat, que nous appelons d'ailleurs le Grand Nice pour d'autres raisons, très touristique, est une ville donc située en bord de mer, Méditerranée, tout proche de la frontière italienne, à une distance de Paris qui voisine les 1000 km. On est vraiment tout à fait, je dirais, sur le coin sud-est de la France, faisant face à cette Méditerranée, adossée à ces montagnes des Alpes qui sont au premier contrefort en tout cas des Alpes, qui sont juste derrière nous, et puis face à cette mer Méditerranée donc qui est devant nous avec les îles que vous connaissez, Corse et Sardaigne. Voilà où nous sommes. Alors Nice a une histoire très très riche, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, bien sûr, quand on regarde Nice aujourd'hui, on voit qu'elle appartient à la France, ça c'est depuis 1860, c'est sûr, mais elle se situe en fait en Provence, bien entendu, ou en tout cas sur les contreforts de la Provence, c'est le comté de Nice en tout cas, et qui est au fil des siècles a connu des vicissitudes et une histoire extrêmement riche. Ça a commencé tout cela, bien sûr, près de 300 000 ans avant notre ère, enfin en tout cas c'est les premières traces de vie que nous avons décelées ici sur le territoire niçois. C'est une petite crique qui est tout à côté du Mont Boron que nous voyons de cette fenêtre, et où les ancêtres de la population niçoise chassaient, pêchaient, vivaient, et c'est ainsi que tout a démarré. Donc vous voyez que ça remonte à loin. Et puis c'est sûr qu'après, diverses populations sont venues s'y installer, et bien sûr des populations des environs, c'était assez normal d'une certaine manière. Les Celtes, les Grecs sont venus ici, les Phéniciens, il y a eu effectivement tout un brassage de populations important, des Étrusques sont venus, ont été chassés après par les Grecs, les Romains. Il y a eu donc une série, je dirais toute une série d'empilements de cultures diverses et variées qui ont conduit la ville et son comté, donc comme je le disais, son environnement immédiat, à connaître ces bouleversements d'histoire culturelle fondamentalement et en population également successive. Et puis en fin de compte, un certain, si j'ose dire, rythme de croisière a été pris dans les années 1300, parce que les comtes de Provence qui tenaient la ville ont finalement vu cette dernière signer, si je puis dire, avec la Savoie. Nice et la Savoie, on a appris ça à l'école, vous savez. Eh bien, depuis 1380, en gros, Nice et la Savoie ont fait partie, ont vécu ensemble, ont eu partie liée. Les affaires se sont développées au fil des années avec les Lombards, nos voisins italiens. C'est vrai que Turin et Milan ne sont pas loin ici. Et puis c'est vrai que la France, de temps en temps, a mis le pied sur ce territoire. Le château, tel qu'on l'appelle, a été sur la colline du château, donc, qui n'existe plus. Le fameux château a été détruit par les troupes de Louis XIV. Mais les Turcs sont venus ici. Enfin, il y a eu vraiment toute, je dirais, comme dans cette Méditerranée d'une certaine manière, toute une série de va-et-vient de l'histoire, de différentes cultures, civilisations, de différents peuplements, qui ont fait que Nice a fini par choisir sa vraie direction, qui est celle qu'elle occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le choix de la France, puisque vous savez qu'en 1860, c'est donc relativement récent, Nice est devenue française et donc a rejoint notre nation. C'est vrai que c'est à la fois très récent, et ce qui est surprenant, c'est peut-être de penser que les Antilles françaises, par exemple, sont françaises depuis 2 fois plus longtemps d'une certaine manière que Nice. Ça peut toujours être drôle. Et ce qui explique qu'un certain nombre de gens de Nice, lorsqu'ils traversent le Var, ont le sentiment, et ils le disent, bien sûr, c'est pour boutade et pour s'amuser, qu'il y a ce moment-là qu'ils traversent le Var et qu'ils vont en France. Vous voyez, c'est pour vous dire que Nice a gardé quand même sa spécificité, ses particularismes, son originalité,
tout en rejoignant le territoire national, bien sûr. Alors, à quelle époque Nice s'est développée? Je suppose que ça date pas des congés payés. Non, en fait, ça a commencé bien avant, parce qu'en réalité, c'est une histoire, sans remonter bien sûr jusqu'à la Terra Amata dont je vous parlais, 300 000 ans avant notre ère. Donc là, je parle d'hier, et même en termes, si vous voulez, de distance de 150, 180 ans. C'est en fait si les Anglais et la cour d'Angleterre, ainsi que le tsar et sa cour de Saint-Pétersbourg, qui ont lancé en fait la station, qui ont lancé la ville d'une certaine manière, qui auparavant vivait bien entendu d'huile d'olive et d'une production horticole et agricole et un petit peu de pêche ici. Mais c'est vrai que le vrai kick-off, comme on dit au football, le vrai lancement de la chose, ça a été en fait cette cour d'Angleterre avec la reine Victoria qui est venue s'installer ici, et le tsar lui-même qui a signé avec Villefranche un contrat pour que sa flotte puisse venir passer l'hiver ici, quittant la mer Noire et par le Bosphore, ainsi de suite, venir s'installer ici en baie de Villefranche. C'est comme ça, si vous voulez, que la ville a connu son premier développement, qui était donc un développement qu'on pourrait appeler aujourd'hui touristique, mais qui était en fait un développement à l'époque, donc d'hiver, très haut de gamme bien sûr, ce qui explique la richesse du patrimoine architectural de cette ville, puisque beaucoup de villas, beaucoup d'immeubles, beaucoup d'églises, puisque nous avons une église russe qui est une magnifique construction qui est toujours d'ailleurs en activité bien sûr. Nous avons là en fait des témoignages vivants, très nombreux, très variés et très spectaculaires de cette présence britannique et de cette présence russe. Dont il reste en fait bien sûr à la fois je dirais ces villas dont je parlais à l'instant, ces immeubles dont je parlais à l'instant, et puis aussi, je dirais curieusement, des cimetières, puisque nous avons un cimetière russe qui est quand même assez ici exceptionnel, avec une partie de la famille royale, de la famille des tsars, enfin qui est ici en terre niçoise. Donc si vous voulez, ce premier démarrage très fort de ce qui fait aujourd'hui la première activité de la ville de Nice et qui est son activité touristique, c'est à ce moment-là que c'est parti. Et ce qui est amusant, c'est de penser que les hôtels, les facilités diverses et variées qui permettaient d'accueillir tous ces visiteurs fonctionnaient l'hiver. Et qu'en gros, la ville était fermée en été. Et donc c'est dans les années 1820-1830 que les hôteliers de la région se sont demandé si en fait ils ne pouvaient pas, prenant un risque dont ils mesuraient mal les conséquences, à leurs yeux à l'époque bien sûr, ouvrir l'été, en disant c'est vrai, on peut peut-être essayer d'ouvrir l'été quand même. C'est donc assez amusant de penser que c'est dans ces années-là que il y a un basculement a eu lieu, qui a été bien sûr amplifié par, comme vous le disiez, 36, les congés payés, le fait que les gens aient cherché les bains de mer, le soleil, la recherche des odeurs, des senteurs, d'un dépaysement aussi poétique et aussi agréable que possible pour l'essence d'une manière générale. Et c'est là que, bien sûr, la ville a connu une deuxième relance, si je puis dire. Dans le même temps, bien sûr, la source, je dirais, russe et la source cour d'Angleterre, c'est un petit peu tari, c'est vrai. Mais donc la ville a commencé à bénéficier et à vivre d'un tourisme varié, non seulement un tourisme qui commençait à émaner de la France elle-même, avec des touristes qui venaient l'été, comme je le disais à l'instant, mais aussi avec des touristes de l'extérieur. Et ceci explique que depuis plus de 100 ans, nos prédécesseurs ont travaillé au développement de cette activité qui est aujourd'hui première donc pour Nice et qui en fait nous voit aujourd'hui accueillir chaque année 4 millions de visiteurs. Nous sommes la première ville touristique de France après Paris bien sûr. 4 millions donc de visiteurs et qui en recettes induites dépense et contribue donc par la richesse de cette ville à hauteur de 10 milliards de francs si on part en francs, donc 1,5 milliard d'euros, qui là encore est une recette assez exceptionnelle. Donc vous voyez que finalement c'est cette histoire en fait de cette
déplacement de cours impériales et de cours royales qui ont lancé en réalité ce qui fait aujourd'hui cette richesse de Nice, qui dépasse la haute technologie, bien que sur l'angle du département lui-même, des Alpes-Maritimes, la haute technologie, avec Sophie Antipolis, qui est notre Silicon Valley, qui est aux portes de Nice, pour lequel Nice entretient de grands rapports avec la Telecom Valley, avec le CERAM, avec l'université elle-même, puisque l'université ici s'appelle Nice Sophie Antipolis. Donc c'est vrai que sous l'angle, je dirais, du département, le tourisme rétrograde à la deuxième place, mais c'est vrai que pour la ville de Nice elle-même, c'est au premier rang que nous nous situons. Alors, au point de vue touristique, quels sont les points forts que l'on peut visiter ici sur Nice, que ce soit un musée, une curiosité que pourriez-vous conseiller à nos auditeurs quand ils se rendront par exemple à Nice, de visiter? Alors, la force de Nice, c'est bien sûr, d'abord, je dirais, tout ce patrimoine dont je parlais à l'instant, et toute cette histoire, et son positionnement, et tout ce que, je dirais, à la limite, tout le monde sait. C'est-à-dire que Nice, c'est bien sûr la capitale de la Côte d'Azur. Nice, c'est en bord de Méditerranée. Nice, on s'y baigne toute l'année. Nice, c'est une gastronomie, puisque c'est une des 2 villes de France qui a donné son nom à une cuisine. Vous savez qu'on dit cuisine lyonnaise et cuisine niçoise, mais c'est tout. Bien sûr, ça ne veut pas dire que d'autres territoires n'aient pas leur propre cuisine. On dit la cuisine périgourdine, par exemple, et c'est connu, je crois, on peut dire ça, le Périgord, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'en tant que ville, pour s'amuser, bien sûr, nous avons donné ici notre nom à une cuisine. Et donc, sous l'aspect gastronomique, évidemment, c'est aussi important. Mais, bien sûr, nous avons une bonne vingtaine de musées. Vous savez que c'est un ciel particulièrement propice et accueillant pour tous les esthètes et autres artistes, et écrivains, tous les gens qui apprécient la douceur de ce climat et qui viennent ici travailler dans leur discipline arts et lettres. Et c'est vrai que nous avons ici cette tradition d'une présence très forte de très grandes signatures, de très grands noms, principalement de la peinture, Matisse, Dufy, Chagall, bien entendu. Mais c'est vrai que d'une manière plus générale, l'école de Nice vit toujours et que nous avons, là encore aujourd'hui, bien entendu, de très nombreux artistes en herbe ou artistes moins connus, dont les notoriétés est moins arrêtée, et qui sont ici, soit à Arson, l'école d'Arson, qui est comment dire cela, comme une villa Médicis. Je veux dire, la villa Arson, c'est une villa qui reçoit régulièrement des jeunes artistes en herbe qui viennent se frotter à notre territoire pour y chercher l'inspiration dans des disciplines les plus diverses. Mais donc, voilà, c'est, dirais-je, l'imagerie un peu d'Épinal de cette ville, bord de mer, ville de vacances, tourisme bien sûr important, les 4 millions de visiteurs dont je vous parlais à l'instant, ce patrimoine architectural, art et culture, gastronomie, et puis douceur de ce climat, senteur, odeur, ainsi de suite. Ça, c'est la ville de Nice. Mais nous avons aussi, au-delà de cet espace qui est relativement exigu et modeste, nous avons devant nous l'immensité de la mer elle-même, et c'est vrai que la mer fait partie de notre patrimoine. Vous savez qu'ici, on peut non seulement se baigner toute l'année, comme je le disais à l'instant, mais on peut effectuer des randonnées sous-marines, on peut se baigner, on peut pêcher, ce qu'on appelle la pêche au gros, deep sea fishing, pêche au thon. On peut aussi se baigner parmi les dauphins, on peut se baigner parmi les baleines. Vous savez que nous avons sur la route de Corse, à peine 1 heure d'ici, nous avons pendant la période bien sûr d'été, plutôt août-septembre, nous avons de nombreux bancs de baleines qui sont là, de cétacés divers et de dauphins bien sûr, très facile à voir. C'est quand même assez formidable. Et donc cet océan fait partie de notre richesse. De même que la montagne dont je parlais à l'instant, que nous présentons sous des aspects aussi sportifs, dynamiques et divers que possible. Bien entendu, les villages perchés, bien sûr, les églises baroques dans les petits villages, qui d'ailleurs donnent lieu très souvent le soir, pendant le printemps, été, automne, à des concerts de musique baroque tout à fait exceptionnels. Et ça, c'est bien une richesse patrimoniale, c'est sûr. Mais nous avons aussi, au-delà de tout cela, des activités plus, on va dire, plus d'aujourd'hui, qu'il s'agisse du rafting, du canyoning, qu'il s'agisse des deltaplanes, qu'il s'agisse de la via ferrata, de l'escalade, des randonnées, toute une variété
d'activités sportives, mais ludiques aussi, bien sûr, qui viennent compléter notre palette. Alors c'est vrai qu'en se promenant dans Nice, on peut admirer de nombreuses façades magnifiques de style préservé. Comment peut-on préserver le patrimoine niçois ? Comment fait-on pour essayer de conserver tous ces immeubles, tous ces monuments en état ? C'est vrai, bien sûr, qu'à partir du moment où vous avez ces 4 millions de visiteurs dont je parlais à l'instant, et c'est sûr que, d'une certaine manière, cela ne va pas sans poser quelques difficultés, ne serait-ce qu'à l'aéroport, bien qu'ils viennent d'être résolus, pour un temps en tout cas, avec l'ouverture de notre deuxième terminal, qui est majestueux, magnifique, et qui, depuis la fin de l'année dernière, début de cette année, nous permet de porter la capacité de notre aéroport d'une dizaine de millions de visiteurs an, qu'il était la sienne jusqu'à maintenant, à une capacité de 14-15 millions, donc on a un petit peu de marge, voyez-vous, pour l'avenir. Mais bien sûr, de même que nous avons, si vous voulez, certainement à faire évoluer notre port pour les croisières, nous avons certainement à faire évoluer les routes et les voies ferrées, c'est obtenir un TGV, si on le pouvait un jour ou l'autre, depuis Paris, qui ne passerait pas à Avignon et qui nous permettrait de relier la capitale en 3h30. Nous avons en fait ces 4 millions de visiteurs, et vous avez raison de poser la question de la conservation du patrimoine et d'une certaine manière des nuisances possibles générées par des afflux de population aussi importants. Alors c'est vrai que la ville dispose d'une direction de l'environnement qui travaille de très près les notions environnementales générales. D'abord, la qualité de l'eau tout simplement, ensuite la qualité des espaces urbains, les végétaux, et puis aussi ce patrimoine dont je parlais à l'instant, patrimoine architectural qu'il faut conserver. Non seulement bien sûr conserver, mais restaurer quand c'est possible, et pouvoir parfois rouvrir au public. Je n'en veux pour preuve que notre opéra, qui est un opéra splendide, construit par Garnier, et donc sur le modèle, si l'on peut dire, en tout cas de la même famille que l'Opéra de Paris, est un opéra à l'italienne, merveilleux, et qui a été complètement repris par les monuments historiques et la ville, bien entendu, depuis quelques années, et qui maintenant est un petit bijou, littéralement, posé sur la promenade des Anglais, à disposition de plateaux exceptionnels, qui font que, sans matcher peut-être la Scala, nous commençons à avoir des prestations d'opéra de très très grande qualité. Donc voilà, faire attention à son patrimoine et à son environnement, c'est bien sûr pour nous avoir présent à l'esprit la notion de tourisme durable, qui est la notion que nous entretenons, parce que, bien sûr, nous ne pouvons d'aucune manière tuer la poule, si je puis dire, aux œufs d'or. Et en tout cas, il s'agit pour nous non seulement de bien la conserver en bon état, mais bien sûr de l'améliorer. Alors, l'améliorer, je pourrais dire aussi, parce que tout simplement notre tourisme doit être de plus en plus qualitatif. Nous savons que ce positionnement entre mer et montagne de la ville et les difficultés que nous avons à trouver des terrains nouveaux pour bâtir des résidences, pour bâtir des hôtels éventuellement, pour bâtir en tout cas du développement, c'est quelque chose qui est assez difficile ici. Et donc nous sommes conduits pour assurer ce développement de notre tourisme, à passer d'un stade qui était celui d'un développement très quantitatif jusqu'à présent. Nous cherchions à faire plus de passagers à l'aéroport, plus de congressistes dans notre palais des congrès, plus de croisiéristes dans le port de Nice, à la limite plus de passagers également dans les trains SNCF qui arrivent sur cette gare, et puis plus de voitures par l'autoroute, ainsi de suite. Eh bien, c'est vrai que nous allons bien sûr continuer à nous développer, c'est certain, mais en recherchant de plus en plus la qualité du développement et la qualité de la recette. Pour améliorer la qualité du développement et la qualité de la recette, bien entendu, par définition, la qualité du produit et la qualité des services vont de pair. Et dans cette qualité des produits dont je parle, eh bien c'est vrai que la conservation de notre patrimoine, de ce qui fait notre originalité, et la mise en valeur de ce patrimoine, la mise en valeur bien sûr des espaces ici, dans cette optique de tourisme durable dont je parle à l'instant, est pour nous une véritable obligation. Alors, est-ce que l'Office de tourisme de Nice organise des circuits guidés pour faire justement découvrir ce patrimoine ? Je répondrai d'abord à votre question en disant, c'est vrai 4 millions de touristes, mais d'abord d'où viennent-ils ces touristes ? Nous avons en fait
40% de touristes qui viennent de France. La France est notre premier marché. Et nous avons donc 60% de touristes qui viennent d'ailleurs, si je peux ainsi m'exprimer. Nous avons bien sûr des marchés proches comme le marché italien, et d'une certaine manière proches, mais moins proches, mais plus proches peut-être depuis quelque temps avec tous ces avions, ces dessertes low cost, là, les compagnies à bas prix qui nous viennent de Grande-Bretagne, et d'ailleurs aussi. Donc nous avons les Britanniques et les Italiens qui sont nos premiers clients derrière ces Français, avec les Allemands, des Scandinaves, dans l'ordre d'ailleurs, et puis bien sûr en longue distance, si je puis ainsi m'exprimer, bien sûr des Américains et des Japonais. Donc nous recevons des gens qui viennent du monde entier, puisque une de nos caractéristiques ici, c'est le tourisme de masse, c'est de travailler 360 degrés, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent du monde entier, bien sûr, ici, et nous travaillons 365 jours par an. Nous avons le panachage entre le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs, les groupes, les individuels, comme je le disais, les croisiéristes, les séminaristes, et puis les vacanciers. Et donc, dans ce kaléidoscope de clientèle et dans cette variété de motivation de déplacement, nous sommes ouverts toute l'année et nous avons maintenant, je crois pouvoir dire, un remplissage hôtelier et un remplissage aéroport, dont je parlais tout à l'heure, et un remplissage, je dirais, une activité congrès qui nous donne actuellement des problèmes, d'ailleurs, à vrai dire, dans ce développement dont je parlais à l'instant. Alors quel est le travail qu'organise l'Office de tourisme de Nice pour faire découvrir justement ce patrimoine architectural? Alors notre travail consiste bien sûr à d'abord communiquer avec tous ceux qui viennent, parce que si ça ne nous suffit pas, ou si nous voulons parfois modifier la typologie des clientèles qui viennent nous voir, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons ces 4 millions de visiteurs, et donc nous devons d'abord, avant tout, communiquer avec eux. Nous avons donc un département édition extrêmement fort, un service accueil qui est en réalité relation avec nos clients, qui est très développé dans nos 4 bureaux d'accueil, pour vous donner une idée, que nous avons en ville, un à l'aéroport, un à la gare, un sur la promenade des Anglais, et puis finalement le dernier à Ferber, qui est sur la route pour les autoroutes, pour les voitures, pardon, pour les automobiles. Nous recevons des visus physiquement 500 000 personnes par an. Donc vous voyez que sur les 4 millions de visiteurs, plus de 10% d'entre eux viennent nous voir pour nous demander des renseignements divers et variés, informations diverses et variées, nous demander des logements, nous demander des locations de voitures, nous demander du servicing. Donc nous sommes là pour répondre à leurs questions, bien sûr. Et donc nous avons ce premier contact avec eux, qui est donc un contact pour ceux qui sont arrivés en ville, qu'ils viennent par avion, par voiture, par train ou pédibus cum jambis, comme on dit, eh bien, quel que soit, il y a ceux qui viennent à cheval, on ne sait pas très bien comment les voir, mais on a même un bureau qui est un bureau que nous plaçons pendant les périodes ad hoc, bien sûr, sur le port même pour accueillir les croisiéristes et les passagers, bien sûr, de ces compagnies de croisière. Donc c'est le premier contact. Le deuxième contact que nous entretenons, c'est un contact téléphonique. Beaucoup de gens nous téléphonent. Nous recevons, pour vous donner une idée, 150 000 coups de téléphone par an. On nous écrit beaucoup, 30 000 lettres par an. Et puis nous avons mis en place, bien sûr, depuis maintenant 3 années, parce qu'auparavant nous étions nous-mêmes un des acteurs du site internet de la ville de Nice. Nous avons maintenant notre site propre, nicetourisme.com, Nice Tourisme à coller, Nice Tourisme en un seul mot, avec ou sans E, c'est pas grave, .com, qui vous permet de surfer sur notre web, et donc d'être l'un des 2 millions de surfeurs qui viennent tous les ans nous voir, parce que notre site bien sûr est en français, mais est en italien, en allemand, en anglais bien sûr, en russe, enfin il est dans toutes les langues. Et nous avons même une dimension de ce site qui est une dimension professionnelle, qui est un peu plus, je dirais, spécifique, réservée donc aux professionnels du business du tourisme bien sûr, et qui est donc, y compris là même en japonais et en chinois. Donc vous voyez que nous avons là aussi une communication ouverte et quotidienne, mais là c'est même carrément nuit et jour pour les emails bien sûr, avec l'ensemble de ceux qui veulent nous contacter. Alors, quelles sont les activités, plus exactement les manifestations, les fêtes que l'on retrouve sur Nice tout au long de l'année, comme le carnaval par exemple? Alors donc ces visiteurs dont je vous parlais à l'instant, parce que je réponds à votre question, hein, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu long sur l'aspect communication avec l'ensemble de nos visiteurs, mais je crois que c'est quand même important. Ces visiteurs, nous les travaillons d'ailleurs à longueur d'année par un marketing et une communication adaptée sur tous les marchés du monde, bien entendu. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on les a
fait venir ici, qu'il séjourne chez nous ici, c'est vrai que nous ne pouvons pas rester indifférents à ce que nous appelle l'animation, l'événementiel. Et donc, la ville de Nice nous a demandé, nous a chargé d'un certain nombre de manifestations. Nous n'avons pas toutes les manifestations de la ville de Nice, loin s'en faut, puisqu'il y a quasiment, il se passe chez nous quelque chose tous les jours. Nous avons des manifestations au quotidien ici à Nice, bien sûr, mais nous avons, nous, fondamentalement, 3 manifestations dont nous avons la responsabilité. Et la principale, c'est le carnaval. Ce carnaval, c'est une assez grosse affaire, puisque c'est la première manifestation de la Côte d'Azur. Nous avons plus d'1 million de visiteurs, c'est que nous avons passé le 1 200 000 visiteurs l'année dernière, c'est donc une opération relativement lourde quand même. C'est Mardi Gras, bien entendu, puisque c'est une manifestation qui à l'origine prenait sa source d'inspiration, elle est sur le Mardi Gras lui-même, le carnaval bien sûr, qui dure entre 2 et 3 semaines, ça dépend un petit peu de la formule et des années, qui se décompose en corsi carnavalesques, c'est-à-dire des opérations qui ont lieu sur la place Masséna, des parades avec des chars, les fameux chars très burlesques, très joyeux, des caricatures de l'événement, du moment, les thèmes changent tous les ans bien entendu. Donc en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne à l'Office, nous avons aussi les fêtes de Musicalia, qui est un festival d'été, qui a lieu au Théâtre de Verdure, sur la promenade face à la mer. Ce sont des concerts qui sont donnés en plein air, mercredi soir, samedi soir, en principe tout l'été, et qui se veulent aussi soignés et originaux que possible. Nous essayons de jouer sur le thème des musiques et des cultures de la Méditerranée, en essayant d'allier des instruments divers et variés venant d'horizons différents. Aussi bien avons-nous eu donc des musiques d'Arméniens du Caire que musique de bagpipe, de cornemuse du Limousin. Nous avons bien sûr des joueurs d'accordéon qui nous viennent du Danube et d'instruments de musique comme des tambourins et des fifres qui viennent de Turquie. Nous avons aussi de la musique espagnole. Donc vous voyez, tout ceci étant dans notre esprit des musiques chaleureuses, liées bien sûr à notre climat et à ce décor de rêve face à la Méditerranée, cet Théâtre de Verdure étant entouré de palmiers. Nous avons donc toute cette fête de Musicalia tout l'été. Et puis nous avons aussi, mais ça n'est pas tous les ans, le tatou. Le tatou, c'est comme à Édimbourg, le grand tatou, c'est le festival de musique militaire, mais de musique militaire magnifique, des parades de musique et de fanfares qui nous viennent fondamentalement d'Europe, mais de France aussi bien sûr et d'Europe, mais aussi de pays plus lointains, et puis des musiques plus lointaines aussi, de musique américaine ou canadienne, et nous essayons de tirer avantage de caractère extrêmement spectaculaire bien sûr de ces musiques pour devenir la première ville tatou de France. Vous savez que ce tatou, c'est une organisation internationale de villes qui mettent en avant ce type de festival. La France n'en avait pas, et bien voilà, nous sommes la première ville tatou de France. Mais bien sûr, au-delà de tout ce que je fais moi ou que nous faisons nous ici à l'Office, il y a bien sûr des manifestations diverses et variées, et qui vont du semi-marathon au Paris-Nice, qui vont bien sûr du théâtre de Nice, qui est un des premiers théâtres de France, à cet opéra dont je parlais à l'instant, des manifestations qui sont d'une autre nature, comme le Festival de Jazz International, qui est un festival bien sûr très connu, et puis toute une série de manifestations plus terroirs, peut-être, qui sont liées en fait à l'histoire de la ville de Nice dont on parlait en début d'interview. Alors sur Nice, il y a également des marchés, le marché aux fleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots ? Alors nous avons quasiment en bordure de mer, mais je ne devrais même pas dire ça parce que la ville est en bordure de mer et dans le fond, quel que soit l'endroit où on se place ici à Nice, on est en bordure de mer, mais on est aussi en bordure de montagne dans le fond. Ce qui nous fait dire d'ailleurs, parfois, de manière un peu amusée, à ceux qui nous présentent une ville comme Beyrouth en nous disant c'est quand même formidable, on peut skier le matin à Beyrouth et se baigner l'après-midi, nous répondons c'est vrai que c'est formidable, nous ici à Nice nous pouvons skier le matin et nous baigner le matin. Donc vous voyez que c'est quand même, enfin on fait mieux si je peux ainsi m'exprimer, pour s'amuser toujours. Et donc c'est vrai qu'en bordure de mer malgré tout nous avons le cours Saléya qui est un très grand marché aux fleurs et un marché d'ailleurs aussi aux agrumes, un marché aussi aux légumes qui est un marché
magnifique, plein de couleurs, d'odeurs, de ces senteurs dont je vous parlais à l'instant. On peut y trouver toute la richesse et la palette de l'horticulture niçoise, bien sûr aussi des plantes grasses. C'est vrai que nous sommes sur la Méditerranée, on l'a déjà dit, et puis des produits qui viennent de l'arrière-pays, et vous trouvez ici tous ces petits légumes, toutes ces petites productions artisanales qui sont si agréables au palais et qui donnent toute sa richesse à cette cuisine dont on parlait il y a un instant, cuisine niçoise donc. Et c'est vrai que c'est non seulement un ravissement pour l'essence, pour l'odorat et pour l'œil bien sûr, parce que les couleurs sont magnifiques, c'est aussi un ravissement bien sûr pour le goût lorsque nous passons à table par la suite. Alors parlons cuisine, justement, quand on parle de la cuisine niçoise, on pense tout de suite à la salade niçoise. Je pense que la cuisine niçoise, c'est bien autre chose. Ah ben, nous bien sûr, non mais attendez, la salade niçoise, d'abord, nous ne la récusons pas. C'est une des données de notre cuisine, et c'est vrai que c'est relativement simple, mais ça peut être de très très doux au palais, très agréable au palais. C'est vrai que nous avons d'autres plats qui ont leur lettre de noblesse. Alors certains sont relativement originaux. Avant de venir sur Nice, c'est vrai qu'on ne pouvait pas trop imaginer que dans le fond, il y avait ici des plats relativement étonnants à base de morue. Et c'est vrai que dans le temps, un certain nombre de bateaux nous venant de Scandinavie, qui venaient ici chercher de l'huile d'olive, arrivaient avec des poissons séchés. Et ces poissons séchés ont été, je dirais, travaillés à la mode de chez nous, comme on dit dans ces cas-là. Et vous avez en fait, bien sûr, aujourd'hui, des Norvégiens, des Suédois, des Finlandais, des Danois, et même sûrement des Islandais, qui cuisinent à l'huile d'olive, on en est ravis pour eux, bien sûr. Et bien, dans le même temps, vous voyez, nous continuons à goûter ces poissons du Nord particuliers. Mais c'est sûr que le grand plat niçois, c'est en fait la soca, qui est en réalité cette soca. Pour certains disent-ils, mais c'est considéré comme une hérésie ici, une forme de pizza, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est plus une pâte, si vous voulez, maïs, qui est en fait traité à l'huile d'olive, cela va de soi, et que l'on mange avec délices, agrémenté de quelques olives, et sur le cours salaya même, on en déjeune tout simplement ça avec un verre de rosé. Je vous garantis que ça c'est un plat bien sûr très simple, mais c'est un plat de très grande qualité. Et puis il y a tous les poissons de la mer ici qui sont en face de nous, et que nos restaurateurs savent travailler avec les herbes d'ici. Et là aussi c'est une palette de cette richesse de la cuisine niçoise. Bien sûr la daube, vous savez que les sangliers sont aux portes de la ville, paraît-il, et c'est vrai que la daube, et la daube de sanglier plus particulièrement, fait partie, c'est aussi un des grands fleurons de cette cuisine, qui est souvent arrosée copieusement et avec juste raison par les vins de la ville de Nice, puisque nous sommes une des rares villes aussi peut-être de France à avoir sur son propre territoire un vignoble. Il y a sans doute Paris et Montmartre avec sa vigne qui est une production mais ultra modeste d'un vin que certains apprécient. Mais c'est sûr que nous avons nous ici un vin de très très grande qualité qui est le vin de Belley, qui est quasiment, j'aurais tendance à dire, une forme d'obligation lorsque nous avons des hôtes de passage ici et qui nous demandent de goûter à cette cuisine niçoise qui fait notre réputation. Eh bien, nous les arrosons, ces plats divers et variés avec ce vin de Belley. Quelles sont les capacités d'hébergement pour les touristes justement qui viennent passer quelques jours, des vacances? Est-ce qu'il y a des hôtels, des gîtes, des tables d'hôtes? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous imaginez bien qu'à recevoir 4 millions de touristes, d'abord on ne les reçoit pas tous le même jour, sinon ça serait plus possible. Nous avons un parc hôtelier et un parc de résidences et de meublés très important. C'est, j'allais dire encore, mais c'est quand même vrai, le premier de France, après Paris bien sûr, toujours, qui est quand même la capitale, non pas hors jeu, mais peut-être hors concours. Et c'est vrai que nous avons ici ce parc hôtelier dont je parlais à l'instant, c'est 200 et quelques hôtels, nous avons plus de 200 hôtels ici, pour un total de 10 000 chambres. C'est vrai que cela nous permet pendant l'été d'accueillir ces touristes qui nous viennent de tous les pays du monde
passer leurs vacances et des instants de détente ici en ville, mais c'est sûr aussi qu'en demi-saison, ces hôtels qui ont cette vocation certainement à servir le tourisme balnéaire, répondent aussi à une double attente, à une autre attente qui est celle du tourisme d'affaires. Nous avons ici des congrès très importants. Ici, nous sommes à Acropolis, qui est le palais des congrès de la ville de Nice. Chaque année, c'est 100 000 congressistes qui viennent ici bénéficier des installations super modernes de ce palais des congrès. Et c'est vrai que, bien sûr, le moindre congrès ici, c'est 3 000, 5 000, 8 000, 10 000 personnes. On a eu des congrès beaucoup plus importants. Je crois que notre corps, c'est plus de 30 000 personnes. Mais c'est vrai que là, c'est relativement atypique et même plus problématique qu'autre chose. Mais disons qu'il n'est pas rare d'avoir des congrès ici de 6 000, 8 000 personnes. À 10 000 personnes, ça commence à devenir difficile. 12 15 000 personnes, à ce moment-là, nous sommes, et les réciproques étant vrais aussi, solidaires avec nos voisins et amis de Cannes, avec nos voisins et amis de Monaco aussi parfois, pour répartir bien sûr cette masse de visiteurs qui nous arrive de manière ponctuelle. Mais donc, le premier parc hôtelier de France, après Paris, avec une présentation très harmonieuse de ses capacités, puisque nous avons autant de lits 2 étoiles, que de lits 3 étoiles, que de lits 4 étoiles. Alors il y a depuis quelques années une immigration du nord vers le sud. Alors comment Nice prévoit d'accueillir des nouveaux résidents aux alentours et sur Nice intramuros? Alors c'est vrai que nous accueillons les visiteurs qui viennent ici passer leurs vacances ou qui viennent ici en congrès pour quelques jours avec grand plaisir. Ce n'est pas que nous ne voudrions pas accueillir ici la France entière, et nous sommes bien conscients de la chance que nous avons de vivre ici sous ce ciel. Regardez, aujourd'hui on a un ciel bleu de fin d'été, j'aurais tendance à dire, et je sais que si on sort de tout à l'heure et qu'on va se baigner, on ne va pas trouver l'eau si froide que cela, même si, c'est vrai, faut s'entendre, le bain de carnaval que j'organise chaque année et qui aura lieu donc cette année comme les autres années, comme dans les 119 éditions précédentes, ne rassemble pas l'ensemble de la population de la ville. Mais nous serons cette année pas loin d'un millier, je pense, dans l'eau quand même. Nous allons essayer de battre nos records. En tout cas, c'est vrai que, je vous le disais, la ville, hélas, et c'est comme ça, c'est son histoire, construite entre ville et montagne, est très urbanisée, et que les terrains disponibles sont très peu nombreux, et qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, à l'image de la Côte d'Azur, mais peut-être plus encore ici qu'ailleurs, dans la Côte d'Azur, c'est vrai que nous ne disposons pas de beaucoup de terrains disponibles, de beaucoup d'emplacements disponibles, et qu'il n'est pas si facile que ça de trouver un logement ici. Alors quels sont les projets de l'Office de tourisme ? Nous sommes à une forme de croisée des chemins dont je parlais tout à l'heure. Notre office travaille bien sûr à la stratégie de développement touristique que la ville retient. Notre mission ici consiste bien sûr à mettre en œuvre la politique de développement stratégique retenue par la ville pour cette activité. Et c'est sûr que nous sommes en train de donner actuellement une inflexion à cette stratégie de développement. Jusqu'à présent, eh bien, nous cherchions à tout prix, bien sûr, à remplir nos capacités, si je peux employer cette expression. Nous cherchions à avoir le plus de passagers possible à l'aéroport, le plus de croisiéristes sur le port, le plus de visiteurs dans notre palais des congrès, plus de touristes évidemment, aussi bien hommes d'affaires que touristes de loisirs dans nos hôtels. Et c'est sûr que nous avons très bien réussi après une conduite de cette politique sur 10-15 ans. C'est vrai que maintenant nous sommes aussi d'une certaine manière embutés de capacité, ou en tout cas nous sentons bien les limites de cette politique de développement. Nous allons rechercher dans les années qui viennent à donner les inflexions qui vont nous permettre de continuer à développer l'activité touristique ici à Nice, mais non plus de manière quantitative, mais de manière qualitative. C'est donc la qualité de la recette qui va dicter nos choix, et pour cela, nous devons bien entendu mieux connaître nos marchés, mieux connaître nos clientèles, mieux connaître et mieux choisir aussi nos monnaies, quelles sont les bonnes monnaies, les mauvaises monnaies, et donc par une gestion aussi fine que possible de ces clientèles, de ces marchés, de ces clientèles et de ces monnaies, essayer d'assurer la meilleure contribution possible de l'industrie à la ville, à la bonne gestion de la ville. Alors, ça veut dire aussi, pour nous, avoir une ville dont les produits sont montés vers le haut, dont les services sont également bien travaillés,
et dont l'environnement général, dont on a beaucoup parlé, y compris l'animation, qui est une forme bien sûr d'environnement, tout ceci soit monté en puissance pour que, bien sûr, le produit montant en qualité, nous puissions nous-mêmes monter la qualité de la recette en face, ça va de soi. Et donc c'est cette nouvelle stratégie que je mets en place actuellement à l'Office et qui consiste en fait donc à essayer par ce qu'on appelle aujourd'hui dans le terme professionnel le yield, une politique de contribution qui n'est pas antinomique avec celle de remplissage. Il ne s'agit pas pour nous de travailler seulement l'hôtellerie 4 étoiles ou 3 étoiles. En réalité, nous allons rester une ville, un territoire à vocation de tourisme de masse. Nous allons rester une tourisme de masse. Et nous aurons toujours des hôtels 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Ce que nous voulons seulement, c'est que nous puissions, dans chaque catégorie, et pour tous les types de clientèle qui viennent ici, quel que soit le moment où elles se présentent, qu'il s'agisse aux demi-saison du tourisme d'affaires ou plutôt en été du tourisme de loisirs, que nous puissions en tirer la recette la plus élevée possible, bien entendu. Monsieur Bernard Morel, pour terminer, est-ce que vous avez un message adressé à nos auditeurs ? Eh bien, je leur dirais, en fait, de ne pas se laisser, simplement, je dirais, sinon aveugler, du moins, de limiter leur champ d'observation à l'image qu'ils peuvent avoir de la ville de Nice, c'est-à-dire la promenade des Anglais, c'est-à-dire, en fait, un patrimoine architectural, une gastronomie et quelques églises russes dont on a parlé, bien que tout ceci existe et bien que tout ceci soit là, bien entendu, hein, c'est clair, mais de bien voir cette destination comme une destination beaucoup plus globale, intégrant mer et montagne, comme je le disais, offrant des possibilités thématiques exceptionnelles de passer ici de nombreux week-ends ou des courts séjours extrêmement variés. Vous pouvez venir ici, bien sûr, en hiver pour faire du ski, comme je le disais, et puis pour écouter de la musique baroque, pour aller à l'opéra. Vous pouvez en été nager avec les baleines tout en vous promenant sur cette promenade des Anglais et également aller écouter les chants orthodoxes avec l'église russe. Voyez l'ensemble, c'est cette palette globale de l'offre, cette variété de nos actifs, cette diversité des thématiques qu'offre Nice et son environnement immédiat que je voudrais présenter ici et leur dire venez ici, il y a chaussures à votre pied. Vous pouvez nous donner les coordonnées de l'Office de tourisme afin que l'on puisse vous appeler et se renseigner sur la meilleure façon de venir séjourner ici dans cette magnifique ville capitale de la Côte d'Azur. Évidemment, Office du tourisme et des congrès de la ville de Nice, on peut m'écrire, nous sommes à Acropolis, et puis nous avons ce site internet dont je parlais, c'est aussi simple comme bonjour, pour par le biais d'internet communiquer avec nous, nicetourisme.com, voilà. Monsieur Bernard Morel, au revoir et à bientôt. Au revoir. Vous êtes sur Fréquence Évasion, nous étions donc à Nice, sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes. À bientôt. Fréquence Évasion.